voyage Cassis Télévision à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Bienvenue à ce tout nouveau numéro pour l'an 2025. Il sera question d'analyser les différents axes ayant constitué le mode de gestion pour les seconds mandats du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Première année pour son second mandat. Quelle analyse faire? Quel bilan dresser, bien que c'est encore en cours. Nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux monsieur Xavier Safeli. Il est analyste politique indépendant à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Christian et bonjour à mon co-débatteur. Alors, votre co-débatteur, c'est Maître André Kabamba. Il est secrétaire exécutif AF2C. Ici, il intervient sous la casquette d'analyste politique. À qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Christian. Bonjour à mon co-débatteur. Et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent de partout. Merci bien. Alors, Xavier Safeli, d'entrée des jeux, quels sont les points d'actualité qui vous ont beaucoup plus attiré durant l'année 2024, année qui appartient désormais au passé? C'est quoi le fait qui ont beaucoup plus captivé votre attention, que ce soit sur le plan politique et que sais-je? Merci Christian de la parole m'accorder. Franchement, moi je dirais qu'il y a des actions qui m'ont profondément marqué, posées par le président de la République, chef de l'État. Notamment, je peux commencer par les dernières actions vers la fin 2024, exactement au mois de décembre, novembre. Le président a entrepris une politique de proximité que moi je peux appeler la politique de proximité, c'est-à-dire il fait quoi, comment on appelle encore? Il a commencé à de tourner, c'est itinérance, hein, dans des provinces. Voilà. Donc pour palper les réalités réelles du pays, donc il s'est donné ce temps-là de pouvoir visiter le coin et le recoin. En l'occurrence, là vous avez salué. J'ai salué. Nous avons vu parce qu'il est arrivé à Lubumbashi, dans le Katanga, il est allé à Kanyamaka, c'est dans les Olomami, il est allé encore dans différentes provinces, parfois échangeant même avec la population habitant ces coins-là pour découvrir la réalité afin de ne pas être déconnecté de la réalité du pays qu'il dirige. Ça m'a profondément marqué. Non seulement ça, il y a également les stratégies et techniques qu'il a prises pour aussi essayer un peu peut-être de, comment je peux dire, essayer peut-être d'innover la manière de gouverner, parce que ce première année de son deuxième mandat, donc, nous n'y sommes pas encore là. Ici, vous évaluez juste, vous donnez votre lecture globalisante par rapport à l'année qui venait de s'achever. Donc ici, ce qui a attiré votre attention, c'est la tournée d'itinérance du président de la République dans quelques provinces du pays. C'est cela. Exactement. Alors, Maître André Kabamba, qu'est-ce qui a captivé votre attention durant l'année qui venait de s'achever? Merci beaucoup, monsieur Christian, de la question, mais je vais répondre à ma manière. J'estime que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de poursuivre le second mandat, qui n'est pas séparé. Donc, lorsque nous parlons des réalisations qui nous ont marqués dans cette durant l'année 2024 qui vient de s'écouler, nous ne pouvons pas oublier les réalisations des mandats passés. Parce que vous allez comprendre que lors de la campagne, pour son deuxième mandat, il présentait un programme de continuité, des actions qu'il avait déjà commencé à mener. C'est ainsi que je vais d'abord reconnaître ici que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a initié plusieurs actions et je dirais qu'il est le premier président d'avoir diagnostiqué le vrai problème de notre pays.
On peut comprendre que durant 2024, le président de la République n'a fait que diagnostiquer le vrai problème des Congolais. Il a d'abord diagnostiqué le vrai problème du peuple congolais. C'est pourquoi moi je voudrais faire d'abord, parce que comme vous l'avez dit, une analyse globalisante parce qu'on doit présenter à notre population ce que c'est la vision de ce président, qu'est-ce qu'il a déjà fait jusque-là et pourquoi il ne l'a pas fait comme le peuple l'attendait. Parce que en réalité, l'année qui vient de s'écouler, il y a eu quand même des actions, mais pas à la manière... Vous parlez déjà de quelles actions? Soyez pragmatique. Oui, je suis pragmatique. C'est pourquoi je voudrais que vous me laissiez le temps pour m'exprimer à ma manière. À ma manière, je voulais dire ceci. Le président de la République, quand il a commencé son premier mandat, permettez que je commence par là, il a diagnostiqué le vrai problème, permettez que je me répète encore. Il a compris que notre pays, pour son décollage, pour son développement, il faut un état de droit, il faut combattre les antivaleurs. Pour que notre pays se développe, il faut qu'il y ait une justice indépendante. Et il avait lui-même reconnu que notre justice a des sérieux problèmes. Parce que tout part de là. Concrètement, si nous devons aujourd'hui détailler les actions, vous avez suivi même mon co-débatteur, il a voulu quand même épingler quelques actions du chef de l'État. Les actions ne sont pas nombreuses par rapport à ce que lui-même, le président de la République, attendait, offrir des actions à la population. Mais pourquoi ce ralentissement des réalisations des actions du chef de l'État? C'est parce que je dois être sincère. Le chef de l'État donne la vision et cette vision est implémentée par le gouvernement. Qui doit rendre pragmatique ou faire les suivis. Déjà, vous allez constater que lors de son interview, je dirais en Belgique ou en France, il a parlé à la fin de l'année, donc début 2025, il devrait remanier le gouvernement. C'est parce que déjà, sous-entend que les attentes réalisées pour le peuple congolais, pour son deuxième quinquennat, il a trouvé qu'il n'a pas pu le faire. C'est pourquoi j'ai trouvé que le problème ici, parce que la population nous suit, nous pouvons dire des choses, mais la population peut nous contredire parce qu'elle vit au quotidien la situation sociale, politique et plus sécuritaire. Alors, donc, ce que je peux être plus pratique, je dirais que pour la première année qui vient de s'écouler, comme mon co-débatteur a dit, je vais aussi aller dans la même direction. Cette politique de proximité, elle est très bonne. Ça, ce sont des actions de grande envergure parce qu'il a eu à s'imprégner des vraies réalisations par rapport aux rapports qui lui ont été faits. Il s'est rendu compte que réellement, les rapports qui lui ont été faits par différents ministres coordonnés par Mme Souminois, est-ce que c'était vrai ou ce n'était pas vrai? Et je crois qu'à partir de là, je dirais que maintenant, 2025, avec le remaniement qui est attendu, en gestation, ça pourra cette fois-ci nous permettre d'analyser et d'avoir les bons acteurs à même de... Voilà, nous allons revenir... Des grandes nous allons revenir à vous. Oui. Le 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle congolaise a eu à confirmer l'élection de Félix Tshisekedi, président de la République, à sa propre succession, avec 73,47%. Alors, dans son discours programme, il a eu pratiquement à parler de 6 axes majeurs. Alors ici, nous allons méthodiquement analyser chacun de ces 6 axes pour voir s'il y a avancé ou pas. D'abord, créer plus d'emplois. Xavier Safeli, pensez-vous que le tout premier axe aurait pris forme sur le terrain? Y a-t-il eu création de l'emploi une année après le processus du deuxième mandat du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo?
Merci Christian de la parole, nous accordons encore une fois. Franchement, ici, nous portons notre costume d'analyste politique, c'est-à-dire nous portons les lunettes transpartisanes. Lorsque vous parlez de l'axe d'emploi, franchement, ici, premièrement, il faudrait que les gens qui nous suivent comprennent quelque chose. Le président de la République porte la vision, c'est celui qui est visionnaire. Mais cette vision est rayonnée, premièrement, par le gouvernement central. C'est le gouvernement central, le Premier ministre et ce membre du gouvernement qui exécutent la vision du chef de l'État. Ce sont eux qui conduisent la politique publique. Voyez. Alors, dans ce sens, pour aller droit au but, vous m'avez posé la question s'il y a eu, on a bougé les lignes en ce qui concerne la création d'emplois. Évidemment, je veux vous dire que c'est un problème, c'est un serpent de mer, comme on a toujours dit, le problème d'emploi. La RDC, on ne peut pas tromper les téléspectateurs qui nous suivent. C'est vraiment très, très, très compliqué. Franchement, vous sentez que le problème, généralement, je peux dire même en Afrique. Est-ce qu'on a créé? Moi, je ne peux pas dire qu'on n'a pas créé parce qu'à ce moment-là, il faudrait peut-être faire, comment est-ce que je peux dire, avoir des statistiques au niveau de, c'est comment on appelle ça, c'est l'ONEM. L'ONEM, voilà. À ce moment-là, on peut venir avec des analyses justes pour confirmer ou infirmer. Mais ici, moi, je ne voudrais pas qu'on puisse voir le président de la République. Comme je vous ai dit, oui, il porte cette vision, exact. Évidemment, c'est son bilan, on ne refuse pas. On sent des tournures. Non, non, non. Y a-t-il eu création? Vous vivez au quotidien. Exactement, exactement. À travers la République démocratique du Congo. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce que les jeunes sont occupés par ces vœux qui avaient été émis par le président de la République, la création de l'emploi? Non, là je vais vous dire que, parce que ce vœu-là, c'est un vœu, donc c'est un programme. Voilà. De 5 ans, attendez, de 5 ans, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est au bout normalement de 5 ans. Bon, comme nous voulons l'analyser jusqu'à une année. Une année du deuxième mandat. D'accord, très bien. Il y a eu des emplois. Évidemment, il peut y en avoir. On a pu créer. Pour votre information, Kiko ici à Kipushi, le chef de l'État est allé inaugurer. En tout cas, je suis profondément persuadé qu'il y aurait des jeunes qui étaient... À quelle hauteur, Xavier? À quelle hauteur? Ce n'est pas encore suffisant. Je le sais, ce n'est pas encore suffisant parce que nous avons besoin des emplois. Nous avons besoin que les jeunes qui terminent puissent être employés, puissent être engagés, voilà, voulais-je dire. Donc, ça, nous devons être sincères avec nous-mêmes. Mais dire qu'il n'y avait rien, je serais injuste. Non, les lignes ont bougé. On a quand même bougé. Quand même. On a quand même bougé les lignes, comme je viens de vous le dire. Mais encore, il faut dire que non, parce que nous attendons beaucoup de nos dirigeants. Ça, il faut être sincère. Alors, on a bougé parce qu'il y a eu des inaugurations, comme je venais de vous le dire. Il y a certains, évidemment, qui travaillent, qui ont été engagés là-bas où on a inauguré l'histoire de quoi Donc, durant une année, vous n'illustrez qu'avec l'entreprise Kiko. Non, ce n'est pas que ça, parce que moi, je suis dans le Katanga. C'est la réalité du milieu qui me permet Vous suivez de plus près l'actualité du pays, on les rappelle. Exactement. Alors, André Kabamba, la même question. Avez-vous l'impression que les lignes ont bougé en ce qui concerne la création d'emplois? Oui, je vais, avant d'y aller, je voudrais revenir par rapport aux actions que le chef de l'État a menées durant sa première année du deuxième quinquennat. Il en a eu à réaliser des infrastructures sanitaires, administratives, et aussi aéroportières. Nous allons citer nommément chaque secteur. Là, on est au niveau d'abord de la création d'emplois. Les autres secteurs, nous allons y arriver. Au niveau de la création de l'emploi, je pense que le chef de l'État a été mal compris quand il avait dit ce n'est pas l'État qui donne, ne doit pas donner le travail à tout le monde. Effectivement, l'administration publique ne peut pas contenir 100 millions de Congolais. Tout pays qui se développe
ne se développe qu'avec le secteur privé. Vous allez constater qu'aujourd'hui, nous avons un problème dans notre pays. Tout le monde, je le dis toujours à tout moment que vous me donnez l'occasion de le dire sur vos prestigieux plateaux, vous allez constater certains constats amers. Nous devons en parler, c'est très important. Vous allez constater que toutes les disciplines sont presque négligées. Tout le monde veut devenir politicien. Veut devenir politicien, pourquoi? Parce qu'il y a un gain facile. Ça paye la politique à la congolaise. Ça paye mal parce que ceux qui entrent en politique, la plupart détournent de l'argent. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous avons difficile à énumérer les actions que le chef de l'État a menées durant l'année 2024. Mais ce n'est pas de sa faute. Mais vous allez voir que... Vous voulez les dédouaner? Oui, je vais les dédouaner. Je vais vous démontrer, M. Christian, le chef de l'État a eu à débloquer des millions de dollars pour différents projets au bénéfice de la population. Que ce soit pour le projet Kalanga-Kalambambouji, que ce soit le projet Chitkatende, que ce soit différents projets, on peut les énumérer partout au pays. Mais vous allez constater, même des routes, aujourd'hui, nous avons des routes à usage unique pendant 2 ans, 3 ans. Ces routes se détériorent. Vous savez la raison, c'est quoi? C'est que même ceux qui sont chargés de pouvoir superviser et s'occuper de construction de nos routes, il y a à manger, à boire. Une route qui doit être de l'épaisseur de 6 cm, ils s'entendent pour qu'on fasse une route de 3 cm, ils bouffent de l'argent. Les détournements. Tout ça retombe sur le dos du président de la République. Et vous pensez que c'est cette réalité qui serait à la base de la non-création d'emplois? Cette réalité, moi je pense que le départ que le chef de l'État avait commencé, c'était ça. Il avait diagnostiqué le vrai problème qui ronge, qui bloque le développement. Même les axes, vous allez les énumérer un à un, mais il y a un grand problème. Le grand problème se trouve à quel niveau, M. Christian? Même si le chef de l'État peut débloquer aujourd'hui 100 milliards de dollars pour qu'on développe notre pays. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que l'homme congolais a compris, quand on est en train d'occuper des charges de l'État, c'est un moyen pour s'enrichir. Étant donné que dans nos mentalités, nous considérons, quand on est à un tel ou tel poste de responsabilité, c'est pour moi un moyen pour m'enrichir. Vous vous appropriez cette mentalité à la congolaise, et visiblement. Cette mentalité doit être vraiment réprimée. Moi, je pense que pour que le chef de l'État, ayant déjà palpé de ses doigts, de ses mains, les réalités de la gestion de tous les rapports qu'on lui faisait, j'aimerais non seulement qu'il doit remanier, mais en tout cas qu'il accentue la mesure des sanctions, notamment arrêter et que les biens soient restitués. Parce que vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de projets. Par exemple, vous parlez du secteur de l'emploi. Oui, mon ami m'a parlé de Kiko, mais Kiko va prendre combien? C'est minimisable en termes... 900. Maintenant, vous voyez comme il y a des entreprises comme la SNCC, comme la GECAMINE, prenaient autant de milliers de personnes. Mais ça ne suffit pas. Parce que moi, je comprends, le peuple congolais aujourd'hui, ce qu'il demande, ce dont il a besoin pour son développement. Que demande le peuple? Oui. C'est à cette question que vous répondez. En tout cas, les musiciens avaient raison. Le peuple a besoin de routes, a besoin d'eau et d'électricité. Parce que le peuple congolais étant très intelligent est fort dans l'entrepreneuriat privé. Et beaucoup de pays se développent dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a l'accompagnement en RDC, même dans les secteurs privés? Mais le chef de l'État en souffre. On souffre parce que les gens en qui il a mis confiance, la plupart quand on lui donne la tâche pour construire des routes, la tâche pour construire des hôpitaux, la tâche pour construire des bâtiments administratifs, mais tout est sous-évalué, surfacturation. Et comme conséquence, ça retombe sur lui. Étant donné que cette maladie, ce virus n'est pas encore éliminé, je vous dis que vous allez nous inviter ici 304 ans, nous aurons difficile à présenter le bilan, non de la faute du président de la République, mais de ceux-là qui doivent l'accompagner. Alors, et ça, c'est un problème très sérieux. Merci bien. Donc, le détournement à un niveau très élevé. Le secteur d'emploi, normalement,
Et c'est un secteur où l'État met des conditions propices, l'État favorise les entrepreneurs privés et ils ont cette facilité, ils vont mettre leur argent. Il faut que les cadres, que notre pays offre un cadre qui attire les investisseurs, parce que quand les investisseurs viennent, ils vont mettre des capitaux. Merci. Et ils vont employer les Congolais. Alors, ça va permettre à ce que les jeunes de soient non seulement encadrés. cela, mais si, comme je l'ai dit, les conditions de route, de l'eau, de l'électricité ne sont pas réunis, ça poserait problème. Merci. Ça va permettre à ce que l'entrepreneuriat privé évolue, mais aussi les tracasseries. Parce que nous constatons... Donc le mal est visiblement profond. Le mal est profond. Alors, merci. Nous allons revenir à vous. Notre pays aura difficile à décoller. Xavier Safeli, l'encadrement des jeunes dans les secteurs de l'entrepreneuriat, en tout cas, ça résolverait beaucoup de défis. Êtes-vous d'avis? Il y a plusieurs jeunes à travers la République munis de projets, mais les financements ne suivent pas, malheureusement. Évidemment. Mais vous savez, Christian, moi je voudrais être tellement juste à cette question, parce que c'est une très bonne question à mon égard. Vous savez, le problème d'entrepreneuriat, les Congolais nous sommes très 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 forts, que vous ne l'imaginez. Le problème, nous Congolais, on a beaucoup d'entrepreneurs. C'est ça, parce que quand vous voyez très bien. Mais c'est bien, il faut encadrer, moi j'encourage ça, c'est une bonne politique de faire ça. Mais moi je vois que le vrai défi qu'il faut résoudre, premièrement, il faut qu'il y ait beaucoup de jeunes engagés dans des entreprises publiques. Non, mais les nombres, l'effectif est limité. Évidemment, évidemment. C'est limité. Voulez-vous que tout le monde soit embauché? Ça ne peut pas résoudre le problème. Le nombre était limité. J'ai dit beaucoup, exact. J'ai dit beaucoup. Même 2%. Maintenant, comme ça, les autres, parce que si nous tous, nous devenons entrepreneurs, vous voyez déjà qu'on va saturer le quoi. Oui, mais secteur. chacun dans son secteur. Il y a une diversité des secteurs dans lesquels où les jeunes peuvent entreprendre. Évidemment, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. C'est une très bonne chose. Tout jeune, normalement, doit porter... Vous êtes entrepreneur? Je ne le suis pas encore, mais je rêve ça. Okay. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de bon. Mais ici, nous devons être justes. Et nous encourageons l'État de pouvoir soutenir ça. C'est très bien. Mais aussi, surtout, de créer les emplois pour les jeunes. C'est important. Ça va faire l'équilibre. Parce que quand on reste seulement... vous avez illustré le cas de Kiko, mais vous parlez de quel emploi encore? Vous reconnaissez que le taux d'embauche est très réduit là-bas? Non, je parlais de Kiko. Vous savez, nous Congolais, nous sommes pratiquement, je ne sais pas si on est maintenant à 5 millions, je ne sais pas parce qu'on n'a pas encore des statistiques officielles, fiables, mais nous sommes très nombreux. Même si on engageait, par exemple, je vous donne un exemple, on prend 10 millions de jeunes et qu'on parvient à engager 1000 jeunes sur 10 millions. Insuffisant. Les lignes ne vont pas bouger. Alors qu'on a engagé 1000, c'est-à-dire sur le plan démographique, nous sommes extrêmement nombreux. Donc la RDC connaît ce qu'on appelle le boom démographique. Nous sommes nombreux dans notre pays, mais les emplois sont beaucoup moins nombreux à la hauteur de notre démographie. D'où moi j'encouragerais franchement que l'État continue à créer des emplois engagés. Les jeunes, nous devons continuer à entreprendre. C'est vraiment important. Merci. Mais rester seulement, parce que moi je ne voudrais pas qu'on puisse se servir du fusible en ce qui concerne l'entrepreneuriat. L'État là risque maintenant de décliner ses responsabilités. Du genre non, faisons seulement l'entrepreneuriat et on oublie maintenant de créer là. C'est une obligation pour l'État. C'est une obligation de créer. Nous allons aborder le deuxième secteur. Parmi les 6 objectifs du nouveau quinquennat figure la protection du pouvoir d'achat de ménages en stabilisant les taux de change. Qu'en pensez-vous une année depuis le début du second mandat? En ce qui concerne cet aspect économique, le problème d'inflation, le taux d'échange, comme venons de le dire ici, en RDC, c'est vrai, moi j'ai remarqué à un certain moment que le taux est stagnant un petit peu, mais...
Ah bon? Sur le marché? Non, sur le marché. Je m'explique clairement. C'est-à-dire, on est arrivé à un certain moment, le taux était, c'est à combien? On voyait, ça montait même à un certain niveau comme ça. Comme aujourd'hui, je ne sais pas si nous sommes à... Tout dépendra maintenant. Si nous sommes à... Si c'est 228, c'est comme 28, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Mais depuis, ça peut faire même 3 mois, ça n'a pas bougé. 3 mois? Sincère, ça n'a pas bougé. Le taux est stable sur le marché? Oui, ça n'a pas bougé, ça n'a pas encore grimpé, bien sûr. Il y a des soucis, bien sûr, parce que notre souci est que le dollar puisse baisser, n'est-ce pas? C'est ça notre souci à nous tous. Même le président de la République l'a toujours dit ça. Il a toujours dit ça. Même avant l'année passée, je me rappelle, quand il était dans la campagne, il avait dit ça sur une chaîne là, Kinshasa, bien sûr. Maintenant, le problème ici, c'est lequel? Moi, je pense que pour arrêter cette hémorragie, pour diminuer sensiblement ce grand problème, la RDC doit commencer à beaucoup produire. Parce que dès lors que nous continuerons toujours à importer les histoires, vous verrez que nous serons... La stabilité du taux sera qu'utopique sur le terrain. Mais aussi, ce qu'on a toujours dit, la comment on appelle? Dédollarisation. Voilà. Je n'y arrive pas. Voilà. C'est-à-dire que ça va nous permettre de ne pas beaucoup dépendre. Aussi longtemps que nous serons toujours... Donc pour pallier à ça, il faudrait une production massive à le terme. Je continue avec mon idée. Mon deuxième degré d'analyse à ce sujet, je dirais que nous ne devons pas être beaucoup plus... Parce que nous avons une économie extravertie, comme les spécialistes. Moi, je ne suis pas spécialiste en économie. Nous avons une économie extravertie. Donc, tourner vers le reste. Alors que nous devons aussi commencer à produire pour ne pas beaucoup dépendre. Merci. Donc, on doit arrêter à être de plus en plus extraverti. On doit être dépendant de nos produits locaux. Merci bien. Alors, André Kabamba, c'est quoi votre lecture par rapport à ces deuxième axes? Protéger les pouvoirs d'achat de ménages en stabilisant les taux de change. Pensez-vous que les lignes ont-elles bougé sur cet aspect-là? Je voulais faire un peu de toilettage par rapport au nombre. Mon co-débatteur a parlé de nombre. Vous savez, le nombre ou la démographie de notre population congolaise, c'est une richesse. La Chine est en train d'exploiter ce nombre-là. Et aujourd'hui, est devenu une grande puissance. Étant donné que nous sommes nombreux, ça veut dire que si on arrivait à produire dans l'entrepreneuriat, parce que je soutiens, parce que c'est très important, parce que l'entrepreneuriat, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a interaction. Comme vous l'avez dit, vous êtes dans tel secteur, l'autre dans tel secteur, il y a échange, parce que nous produisons de notre côté, vous produisez de votre côté, et il y a des échanges. Ce n'est pas pour dire que quand je suis entrepreneur, je ne peux pas aussi avoir besoin des produits de mon compatriote qui est aussi spécialiste dans tel domaine. Vous allez constater que même pour les Arabes, ils ont cette culture-là. Ils ne veulent pas que l'argent aille ailleurs. Vous verrez qu'un Arabe ne pourra acheter que dans un magasin d'un autre Arabe pour que l'argent reste toujours chez eux. De nous aussi les Congolais, si nous produisons assez, nous achetons entre nous et directement, c'est par rapport à votre préoccupation de notre économie, c'est ce que le nombre, notre effectif, notre démographie qui est élevée, c'est une richesse qu'il faut exploiter. Et quand il dit l'État crée les emplois, mais l'État va créer combien d'emplois? Je crois que la logique, c'est que l'État met un cadre propice qui permet à chaque Congolais de pouvoir de créer et pouvoir faire quelque chose. Le mal, c'est que vous allez constater que dans le secteur privé, il y a trop de tracasseries. Et vous allez voir que tous les opérateurs économiques aujourd'hui se font hommes politiques pour protéger leurs biens. Maintenant, ceux qui n'ont pas de ramifications avec la politique, ils sont sacrifiés. Ils voient leurs entreprises être menacées de temps en temps. Alors, c'est ce qu'il faut combattre. C'est ce qu'il faut combattre, c'est que chacun doit rester dans sa discipline. Aujourd'hui, vous allez voir que les hôpitaux se vident
de bons médecins. Les enseignants sont en train de quitter leur secteur. Les avocats quittent les barreaux. Les magistrats même démissionnent. Et vous allez voir que différents secteurs, tout le monde, les agronomes, aujourd'hui, au Congo, un agronome, on les considère comme un vaurien. Mais vous allez voir, comme en France, vous allez voir qu'il y a des fermiers, ce sont des gens très respectés et qui contribuent. Parce que ce que je dis, ça a des ramifications avec la deuxième thématique. Donc tout ça, ce que l'État, le travail, malheureusement, ce que j'ai dit, malheureusement, malgré la bonne volonté, aujourd'hui le chef de l'État a mis 50 millions de dollars pour la relance de l'AMIBA. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que cet argent sera orienté effectivement vers l'objectif? Vous pensez que ce serait une bonne affaire pour des détourneurs? Les gens se frottent déjà les mains. Déjà, vous verrez qu'il y aura des maisons qui seront construites, il y aura des villas qui seront achetées. Alors, il y a même les 100 millions de dollars. Donc, faudra-t-il qu'il y ait des suivis coriaces pour voir l'argent alloué arriver jusqu'à prendre effort. Tout ce que nous disons, ça tourne autour de ça. Il y a 100 millions de dollars que le chef de l'État a débloqué maintenant pour relancer Chit Katende. Et parce que vous imaginez que dans l'espace Grand Kasaï, dès que Chit Katende est réhabilité, quelles sont les conséquences? C'est que l'entrepreneuriat privé se développe parce que l'électricité, ça aide beaucoup dans l'entrepreneuriat. Il y aura la régie des eaux va installer de l'eau et il y aura beaucoup de ramifications, beaucoup d'entreprises. Donc c'est beaucoup plus... Des boulangeries vont se créer, des entreprises, même quand on dit au Kasaï, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, mais les entreprises ont besoin de l'énergie électrique pour fonctionner. Donc vous voyez que l'électricité, l'eau et les routes sont les facteurs clés pour un développement. Je crois que le problème se trouve à ce niveau-là. Ainsi que demander à l'État de créer des emplois, je ne sais pas, il peut bien expliquer, mais parce que même dans le secteur, vous savez, mon pasteur m'a toujours dit quelque chose de très important. Ça, je vais le dire, permettez, que le salaire est une malédiction. Les salaires est une malédiction. Oui, oui. Oh, qu'est-ce qu'on entend sur ces plateaux? Le salaire est une malédiction. Donc, parce que je vous donne un exemple. Vous êtes dans une entreprise, vous priez chez vous à la maison. Dieu bénit mon travail. Lorsque l'employeur a des bénéfices, jamais vous le verrez venir le lendemain augmenter les salaires. Jamais. L'employeur pour augmenter les salaires, c'est son bon vouloir. Mais c'est lui qui gagne beaucoup plus. Mais toi, tu vas garder ton salaire. Et le salaire, pourquoi il y a une malédiction? Tu touches 500 $, mais tout ce que tu comptes faire au-delà de 500 $, tu es bloqué. Mais tu es bloqué, tu es limité. Tu n'agis que dans en fonction de l'enveloppe limite de 500 $. Alors, mais quand tu es un entrepreneur, tu dis Dieu bénit mon entreprise. Le champ est un peu vaste. Le champ est vaste. Merci bien. Alors, vous voulez réagir avant qu'on... plus de... Merci bien. Alors, une petite réaction avant qu'on aborde un autre axe. C'est pour dire que je permettais, parce que je n'ai pas atterri. Résumez-vous parce que nous courons derrière lui. À l'économie, étant donné que, il l'a dit, je vais renchérir, étant donné que nous ne produisons pas localement, pas des minerais, nous devons investir dans les secteurs agricoles. Nous devons, dans ce secteur-là, tant que tout ce que nous ne consommons pas bio parce que nous nous produisons presque grand. Alors ici, les gens qui nous regardent, cela ne va pas nous permettre André Kabamba, est-ce que vous avez ne serait-ce qu'un champ? Soyons pragmatiques, parce que nous devons aussi servir d'exemple à ceux qui nous regardent. Vous produisez quelque chose de champêtre? Mais vous savez qu'il y a des conditions... Vous êtes fermier. J'ai la volonté. Moi, je rêve... Vous vous limitez au niveau de la volonté. Je rêve être entrepreneur parce que je sais que c'est là où... Est-ce que vous avez même un jardin? Oui, j'ai un jardin. Chez moi, je ne paye pas les légumes. Voilà. Tout est dans la parcelle. Et pour en faire des légumes, il y en a déjà. Mais pour acquérir des concessions... pour faire les conditions ne sont pas encore réunies. Ce n'est pas toujours facile. Alors, Xavier, ce sont des problèmes. C'est ainsi que pour que nous puissions avoir une économie stable, nous devons produire localement. Merci. Étant donné que nous ne produisons pas assez, et même quand il a parlé de la stabilité, cette stabilité est incertaine. Quelles sont les raisons fondamentales? Parce qu'il y a la loi de l'offre et de la demande. Lorsque nous produisons localement, nous allons exporter nos produits
il y a des devises qui vont venir pour acheter nos produits. Nous sommes devant la loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'on a assez de dollars, et le taux de dollars va baisser parce qu'à ce moment, il y aura plus de dollars que de francs congolais. Et moi, mon combat, ce n'est pas d'augmenter les salaires des agents. Mon combat est de stabiliser notre économie. Admettons que vous avez 500 $, mais 500 $ équivaut à 30 000 francs. 30 000 francs, si les taux, le pouvoir d'achat est élevé, avec 30 000 francs, vous allez constater qu'aujourd'hui, avec 280 000 francs, allez avec au marché. C'est presque rien. Alors, Xavier, dites-nous, vous qui ne faisiez que miser sur la création de l'emploi par l'État congolais, en quelques secondes, parce qu'on doit évoluer, pourquoi vous vous apaisantissez beaucoup plus sur la responsabilité de l'État dans la création de l'emploi et rarement vous parlez du secteur entrepreneurial? En tout cas, merci Christian, je vous demanderai de me donner un peu de temps. Et en tout cas, je vous demande, parce que je voudrais réagir. Ici, je ne reconnais plus mon co-débatteur, M. André Kabamba. Vous avez perdu des filles. Ici, je rappelle, parce que les gens nous suivent à la télévision. Tout ce que nous sommes en train de raconter ici, les gens nous regardent. Je rappelle à tous les téléspectateurs, y compris vous tous deux ici, que l'État a les 3 attributs fonctionnels. Il existe les 3 attributs fonctionnels de l'État, je les cite. L'État gendarme, l'État providence et l'État, il y a 3, le dernier là-bas m'échappe encore. L'État, donc quand mon co-débatteur, M. Kabamba, dit que non, le salaire c'est une malédiction, bon, je ne comprends pas parce que là-bas, nous commençons maintenant à faire un débat, donc il s'inscrit maintenant de ce que moi j'appelle la religiosité. Nous voulons quand on est employé dans une entreprise, il doit être fixe, hein, il doit être clair. Quand on est employé dans une entreprise, on dépend d'un employeur qui vous paye un salaire mensuel. C'est une malédiction. Tout à fait. Nous y allons lentement, s'il vous plaît. Oui. Apaisez-vous. Vous voyez, le problème, c'est lequel? Lui, quand je m'inscris dans sa logique, il dédouane l'État de ses responsabilités sacrées. C'est de la responsabilité de l'État. L'État crée les cadres propices pour les emplois. On n'est pas des salariés. On les dédouane. Il crée les cadres, mais il participe. Quand nous allons dans le pays le plus développé, vous parlez de donner de l'emploi dans des entreprises, mais nous sommes 100 millions de Congolais. Vous aurez votre temps de parole. Vous aurez votre temps de parole. Attendez. Donc je suis en train de faire l'interaction. Le pays développé du monde, vous trouverez qu'ils ont un taux de chômeurs très faible. Très faible. Ces gens sont les employés d'abord, ils travaillent. Beaucoup plus dans le secteur privé. Qui leur a donné dans le secteur privé. C'est toujours l'État. L'État favorise. C'est ce que j'ai dit. Ici, je parle de l'État, n'est-ce pas ça? Je parle de l'État. C'est ce que j'ai dit. Favorise dans les cadres. N'est-ce pas? Les climats. Mais toi, tu parlais de données, c'est différent. Le climat d'affaires, pour ceux qui sont dans les privés. Voilà ce que j'ai dit. Il ne m'a pas contredit. Surtout, l'État comme l'État providence. C'est une obligation, ce n'est pas une prière, c'est une obligation. L'État a l'obligation de donner les emplois à son peuple. C'est une obligation. Donc, c'est une obligation de l'État. Qu'il explique qu'entendez-vous par donner des emplois. Très bien. Qu'est-ce que j'entends par donner des emplois? C'est-à-dire que l'État a créé des emplois. Je vais vous donner un exemple facile. Vous avez la GECAMIN, c'est une institution de l'État, c'est une entreprise pour le moment de l'État, évidemment. C'est l'État qui donne le genre. Nous avons on peut citer beaucoup d'entreprises de l'État. C'est l'État donc ils travaillent pour l'État. Ce sont les agents de l'État. Mais vous savez que la GECAMIN est devenue une entreprise para-étatique. Évidemment, je sais que là-dedans, il y a un peu quelque chose qu'il faut analyser. Tout à fait. Ici, il ne faudrait pas que les gens qui sont en train de nous suivre ici aujourd'hui, nous allons dire que non, l'État désormais doit dormir sur son oreiller. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Chacun doit se débrouiller. Non, ce n'est pas ça. C'est de sa responsabilité régalienne. Alors, bien compris, ici on retient que l'État doit encadrer d'un côté, beaucoup plus avoir un œil regardant sur ceux qui entreprennent en privé, mais aussi créer de l'emploi dans les entreprises étatiques, bien que l'effectif est très réduit. Alors, et notre secteur, je pense que nous allons chuter par là, il est très sensible, pas seulement par rapport à sa sensibilité, mais aussi et surtout par rapport au temps que nous avons sur ces plateaux. Assurer avec efficacité la sécurité des populations et de leurs biens. André Kabamba, un secteur aussi majeur qui fait partie de 6 objectifs
de son nouveau quinquennat, c'est-à-dire du nouveau quinquennat du président de la République, une année déjà, en train de consommer son second mandat. Votre observation? Moi, j'apprécie, c'est pourquoi je vous ai dit que le chef de l'État a posé vraiment des fondamentaux qu'il faut pour le décollage de notre pays. Et c'est pourquoi il avait obtenu 73%. Donc, la population s'est retrouvée dans ces 6 axes, de se retrouver dans la vision, dans le programme du chef de l'État. Est-ce que la sécurité est assurée? La population et ce bien sont-ils assurés? La sécurité n'est pas une affaire spontanée, c'est une action qui doit demeurer d'une manière permanente. C'est pourquoi on ne peut pas estimer qu'on est satisfait des résultats sur le plan sécuritaire. Même aux États-Unis, nous avons suivi et le candidat Donald Trump a failli perdre sa vie dans le pays où nous estimons que la sécurité a déjà évolué. Donc c'est pour vous dire que le chef de l'État attire son attention sur la sécurité de la population et de ses biens et il est en train de s'y investir. Vous suivez tous ces déplacements dans les accords, les négociations, partout. Il s'est rendu même dernièrement ici. Est-ce qu'il y a les avancées? Nous devons être pragmatiques. Y a-t-il eu les avancées, notamment dans la partie Est et dans les centres urbains? Il y a des avancées dans la mesure où aujourd'hui, il y a des condamnations à mort contre les Koulouna. Et je crois que cette mesure contraignante est en train maintenant de pouvoir faire peur à ceux-là qui est en train de semer l'insécurité. Au niveau de la province, vous suivez, il y a déploiement. Le gouvernement a déployé autant de jeeps. Il est en train de dire, j'ai suivi le ministre de l'Intérieur était à Mitouaba. Et donc les efforts sont déployés. Les efforts sont déployés, mais on ne doit pas s'arrêter par là. C'est un secteur qui reste, dont les efforts seront à déployer, perpétuels, continuels, mais sur terrain, vous comprenez que les efforts sont en train d'être menés, malgré que notre sécurité est confrontée par des réalités, notamment la réalité interne et aussi externe, parce que nous n'allons pas oublier que grâce à nos richesses que Dieu nous a données, nous sommes combattus par le monde entier qui soutient les M23 pour déstabiliser notre pays. Donc nous sommes un Congo face aux grandes puissances qui sont en train de vouloir nous arracher le pays. Donc cela aussi est en train de déstabiliser notre sécurité. Et donc, vous voyez que nous avons affaire à un secteur qui est très sensible, comme vous l'avez dit. Xavier, les avancées significatives sont-elles signalées de votre part sur l'aspect sécurisation de la population et de ce bien? Ici, je dois nuancer mes analyses. En ce qui concerne l'aspect sécuritaire, parce que la sécurité, vraiment, c'est un domaine complexe. On peut dire aujourd'hui que non, ça n'a pas évolué. Mais moi, je peux vous dire que l'État fait tout pour que la sécurité soit démise. En tout cas, il se donne. On voit que partout. Mais le vrai problème de la FDC, c'est lequel? Ici, c'est-à-dire les menaces, donc les ennemis de la paix, se décuplent. Donc vous allez voir qu'à chaque fois, nous avons des menaces qui se décuplent, des menaces qui deviennent de plus en plus nombreuses. Donc nous avons beaucoup d'ennemis qui nous attaquent, raison pour laquelle même ce qu'on est en train de faire, on monte des stratégies là où on attaque. Et puis, etc. Donc c'est-à-dire nous sommes beaucoup attaqués. Ce n'est pas dire que nous sommes en train de nous victimiser, non, non. Certes, l'État a l'obligation de sécuriser, on est tous d'accord. Le problème, l'État, il est en train de tout faire. Parce qu'on voit même ici, des stratégies, mais le problème, ce sont les ennemis. Ceux qui menacent les ennemis de la paix, qui sont nombreux et qui font voir maintenant au reste du monde, à l'opinion publique, que non, peut-être que la sécurité n'est pas en train d'évoluer. Mais je vous garantis que non. En tout cas, ils font tout, l'État fait tout pour que ça puisse évoluer. Alors ici, on peut dire que la population a sa part de responsabilité pour dénoncer aussi l'ennemi, cette pas situation. Être en complicité avec l'ennemi. En tout cas, il faut que la population... Ça, c'est un appel que vous lancez en même temps à tous ceux qui nous regardent. Ils ont un rôle à jouer pour assurer il faut pas les protéger sécurité. Parce que cet ennemi-là vit quelque part dans une maison, dans une famille, après avoir commis des crimes. Donc la population a aussi un rôle très important
en matière de sécurité. Alors, c'est par ici que nous chutons avec ces numéros de Face à Face, le tout premier numéro de l'an 2025. Xavier Safeli, on rappelle que vous êtes analyste en politique indépendant. Merci de nous faire honneur aujourd'hui. Merci Christian, je suis très heureux d'être avec vous sur ce plateau et surtout de rencontrer un grand analyste aussi, M. Kabamba. André Kabamba, on rappelle que vous êtes secrétaire exécutif FDC, ici, AFDC, oui. AFDC, excusez, et ici vous intervenez, justement, qui reste un peu taiseux. Nous allons y revenir très prochainement. Il reste taiseux sur les questions de l'heure, d'actualité. Au moins, vous intervenez en tant qu'analyste politique sur ce plateau. Merci d'être venu. Merci, M. Christian. Merci à mon co-débatteur. J'apprécie aussi cette intervention. Merci aux téléspectateurs. Ce que je puisse dire, que nous fassions encore confiance au président de la République. Il y a un problème de mentalité qui ronge notre pays. Aujourd'hui, le président de la République a compris qu'il faut vraiment chercher des hommes qui peuvent bien l'accompagner dans le remaniement. Je crois que nous allons encore vivre de bonnes choses. Avec les 6 axes, nous pouvons voir un Congo comme il le rêvait, un état de droit, un état où il va faire des Congolais des riches en créant l'entrepreneuriat privé et qu'on puisse combattre les antivaleurs, les détournements. Merci. Et je crois que ça peut permettre que notre pays avance. Mais l'espoir n'est pas encore perdu. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo. Nous allons vous retrouver très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.